Bonjour, alors l'objet de la vidéo d'aujourd'hui c'est de faire une anticipation de ce que je vois comme scénario pour l'économie française dans les 5 à 10 ans à venir. Alors je casse tout de suite le suspense, on parle beaucoup de stagflation ou de récession, c'est pas ce que je vois. Ce que je vois c'est un effondrement économique en 2 temps qu'on va détailler. Effondrement c'est quoi? C'est la simplification rapide d'une société complexe. Alors, on m'a reproché de ne pas être économiste et donc de ne pas être bien placé pour pouvoir faire des anticipations. D'abord, ce que je pourrais dire, c'est que les anticipations que j'ai faites jusqu'à maintenant, elles sont relativement bonnes, voire meilleures que celles de beaucoup d'économistes à qui on donne la parole. Et la deuxième chose, c'est que c'est peut-être justement parce que je ne suis pas économiste que j'arrive à avoir une meilleure lecture de ce qui nous arrive, parce qu'on est face à une crise qui bouleverse, si vous voulez, les clés de compréhension de l'économie scolaire. Alors, moi j'ai fait biologie, et il s'avère que un système économique, c'est un peu comme un écosystème, c'est que ça obéit aux mêmes lois mathématiques et ça lui ressemble énormément. Donc on va essayer d'ailleurs de placer quelques concepts de biologie donc, au cours de cette vidéo face aux différentes problématiques qu'on va rencontrer voilà, pour éclairer sous cet angle-là. Alors ce sera une vidéo relativement longue, et un petit peu pénible, qu'on pourra découper par la suite pour traiter les sujets indépendamment. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment faire la synthèse de toutes les problématiques qu'on va rencontrer, et les forces aussi de l'économie française, y compris d'ailleurs la problématique de cette crise immobilière qui vous intéresse peut-être plus, mais qui ne peut pas être lue finalement indépendamment des autres problématiques. Alors voilà, on va essayer de simplifier chacune de ces problématiques au maximum, de les schématiser dans des schémas les plus simplistes possibles, pour arriver à un schéma de synthèse, lui aussi le plus simple possible, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on a beaucoup d'éléments à traiter. Alors, faire des anticipations sur les scénarios économiques, c'est toujours un exercice périlleux, parce que le temps ne nous appartient pas. Hein, il y a toujours des retournements de situation complètement incroyables. La seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'il y aura des retournements de situation incroyables, ça c'est sûr, mais on peut pas, évidemment, par définition, on ne peut pas savoir lesquels. Par exemple, qui aurait dit il y a 3 ans que l'Allemagne se retrouverait aujourd'hui en difficulté? Ben, personne, voilà. Donc, ce que font les économistes généralement pour pas passer pour des cons, c'est qu'ils ne font aucune anticipation économique. Ils citent les faits, ils donnent quelques petites tendances comme ça de fond qui veulent rien dire, mais ils donnent jamais leur vrai avis, ce qui leur permet d'avoir toujours raison. Alors ça ne les empêche pas d'ailleurs de se planter, hein. On a vu beaucoup d'économistes là nous dire que l'immobilier serait une valeur refuge par exemple, et il s'avère que ça n'est manifestement pas le cas. Mais on a aussi vu des économistes rares qui nous disaient qu'il allait bien y avoir une crise immobilière, mais encore une fois, c'était sans se mouiller. Je prends l'exemple de Marc Toiti, qui nous annonçait une baisse des prix de 15% dans l'immobilier. Alors, je pense que c'est un avis totalement malhonnête, c'est-à-dire qu'il, pour lui, il anticipe beaucoup plus, une baisse des prix beaucoup plus importante. Mais dire 15%, ça lui permet d'avoir raison dans tous les cas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de baisse des prix, bah, il pourra dire oui, mais il y a eu un ralentissement des ventes, quand même, l'immobilier est un petit peu en difficulté, on va lui dire oui, bah, c'est vrai que vous avez un petit peu raison. Et s'il y a une baisse des prix de 50%, il pourra dire j'ai évoqué la possibilité d'une baisse des prix. Voilà. Moi, je fais pas ça. Moi, je dis ce que je pense, et ce que je pense, c'est une baisse des prix de 75%. Alors évidemment, le fait d'être sincère, ça m'amène parfois à faire des erreurs. Par exemple, lors de cette crise du Covid, j'avais déjà annoncé une crise immobilière et elle n'a pas eu lieu. Mais on a compris pourquoi. Ce que j'avais dit reste vrai et on a compris pourquoi elle n'a pas eu lieu. Ben, c'est encore l'un de ces événements finalement totalement imprévisibles que l'État décide de changer complètement sa politique et de faire énormément d'aides pour la consommation et d'aide sociale. Ça, personne ne pouvait l'anticiper. Par contre, maintenant, tout ce qu'on a dit sur la crise immobilière reste vrai et a été repoussé. Par contre, et on a un nouvel élément à étudier, c'est finalement la soviétisation de l'économie qui ne pouvait pas être étudiée il y a 4 ans parce que c'était pas du tout d'actualité. Alors, on va lister donc toutes les forces de l'économie française dans un premier temps, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, alors ce sera vite fait. Puis ensuite, tous les déséquilibres qui étaient en cours avant la guerre en Ukraine. C'est important pour moi parce que il ne faut pas commencer à dire que c'est une crise qui est liée à cette guerre en Ukraine. On savait très bien tous qu'il allait y avoir un effondrement économique. Et donc, tout cet effondrement, il aura quand même lieu, mais il va évidemment être accéléré par
cette guerre en Ukraine. Donc on va d'abord lister tous les éléments qui sont relatifs à ce qui est antérieur à la guerre en Ukraine, puis ensuite on va évoquer évidemment l'impact de cette crise énergétique et de cette crise de guerre en Ukraine. Au sommaire de cette vidéo, on va commencer par lister toutes les forces de l'économie française dans le contexte actuel et les comparer avec les forces de l'économie française finalement dans le contexte précédent. Et puis on va faire la liste de toutes les faiblesses qui à elles seules pourraient nous amener à une crise économique. En commençant par tout ce qui est antérieur à la crise ukrainienne. Donc d'abord, la non-cyclicité du capital. Deuxième point, l'absence de protectionnisme. Troisième point, la crise immobilière et ses effets déflationnistes. Quatrième point, l'inversion de la chaîne de création de valeur et la désindustrialisation. Cinquième point, la grande démission. Sixième point, la complexification de l'économie et la société de services. Enfin, on va aborder tout ce qui est relatif à cette crise ukrainienne, donc d'abord la crise énergétique et la crise des pénuries, et puis un point rapide sur le changement climatique. Commençons par lister les forces de l'économie française face à la crise que nous rencontrons. Alors la première que je vois, c'est l'énergie nucléaire. Vous allez me dire que le parc est en maintenance et qu'il ne fonctionne pas bien. Oui, mais il est présent, et donc il n'y a plus qu'à le remettre en service, hein, le réparer, et comme c'est une crise qui va durer plusieurs années, on sera bien content d'avoir de l'énergie pas chère. Deuxième chose, on a une agriculture performante. Pareil, on a énormément investi, c'était pas les bons investissements, on est obligé de passer à une agriculture maintenant biologique qui consomme beaucoup moins de pétrole. Bon, ça va être compliqué, mais l'outil est quand même présent, il suffit de l'adapter, et donc c'est quand même un atout. Troisième force, on a la première armée d'Europe. C'est une force à condition de la monnayer, c'est-à-dire qu'il faut exiger des pays d'Europe finalement un soutien financier en échange de notre protection, ou alors carrément les menacer, hein, s'ils ne respectent pas nos intérêts, de finalement ne pas défendre les leurs non plus. Autre point, on a une industrie de l'armement puissante. Là encore, c'est une force à condition de négocier. C'est-à-dire que, par exemple, l'Allemagne qui achète ses F-35 aux États-Unis, c'est un scandale. On est censé être capable d'imposer aux pays d'Europe d'utiliser notre industrie de l'armement, mais dans tous les cas, hein, le fait d'avoir une industrie de l'armement efficace dans un contexte de tension géopolitique, c'est toujours positif. Enfin, on a une population jeune très bien formée. Alors, pour le moment, c'est des garçons de café, c'est des gens qui sont méprisés, qui servent à rien, mais le jour où on devra adapter notre économie, on sera bien content d'avoir des gens qui ont un cerveau. Et d'ailleurs, ce jour, il va pas tarder à arriver, parce qu'en fait, on comprend qu'on va être obligé de complètement réadapter notre économie pour profiter des atouts qu'on a, qui ne sont pas du tout les mêmes que les atouts qu'on avait avant. Les atouts qu'on avait avant, on les a en partie perdus. C'était quoi? C'était le luxe, c'était le tourisme. Alors ça, hein, dans le contexte actuel, c'est des secteurs qui vont morfler. C'était un patrimoine financier important qui nous rapportait des revenus du capital. Là, encore une fois, on est dans un contexte de chute de la valeur des actifs dans le monde entier. Et le jour où, où cette valeur va remonter, probablement qu'il y aura un rééquilibrage qui se fera entre la propriété de ces actifs, finalement, en faveur des pays qui savent faire quelque chose. Et on avait un autre point, un héritage technologique important. C'est pareil, il est vieillissant, puis on en a vendu la moitié, voilà, c'est plus un atout. Et enfin, on avait des rapports privilégiés avec notre ancien empire colonial. Une fois encore, ça a été très mal géré. On n'a pas fait les investissements finalement dont ils avaient besoin et qui auraient pu faire un échange gagnant-gagnant. Et on a raté cette opportunité formidable. Alors, le premier élément de déséquilibre que je voulais aborder, c'est la non-cyclicité du capital. Alors ça permet d'aborder la notion de cycle qui est importante dans les écosystèmes, puisque absolument tout est cyclique dans un écosystème. Il y a un cycle de l'azote, il y a un cycle du phosphore, il y a un cycle de tous les éléments, il y a un cycle d'augmentation et de réduction des populations, tout est cyclique. Et donc dans une économie, si on a un élément qui n'est pas cyclique, on peut être sûr que tôt ou tard, ça va mener à une crise. Or il s'avère que le capital n'est pas cyclique, c'est-à-dire qu'il a tendance à s'accumuler entre les mains d'une petite partie de la population, et on a beau les taxer à 95% de leurs bénéfices si on veut, à partir du moment où ils font un bénéfice qui s'additionne aux revenus du travail, ils sont avantagés par rapport aux travailleurs, donc ils peuvent acheter plus de capital, et donc faire encore plus de revenus du capital, et donc c'est exponentiel. C'est un problème qui est amplifié dans les économies modernes, puisque les banques créent la monnaie en émettant des crédits. Et donc forcément, elles vont prêter plus d'argent aux riches qui ont plus de garanties. Ce qui veut dire qu'on crée de la monnaie pour leur donner la capacité d'investir encore plus. Ça fait de l'inflation qui est payée par les pauvres, ça augmente artificiellement la valeur des actifs dont les riches sont propriétaires, et ça réduit le coût du remboursement du crédit. Donc vraiment, on peut parler
plus d'économie féodaliste que d'économie capitaliste dans ces conditions. Mais bon, en tout cas, voilà, les riches vont accumuler du capital et pouvoir réinvestir. Mais ils consomment aussi un petit peu, c'est vrai. Le problème, c'est qu'ils vont consommer très mal. Ils vont consommer des produits de caprice. Voilà, le voyage en jet privé, la voiture de luxe, le bateau, que des trucs qui servent à rien. Et donc, ils vont détourner une partie de la production nationale pour servir leurs petits caprices, ce qui évidemment prive le reste de la population de cette même production. Alors, ce problème d'accumulation du capital, historiquement, il a deux solutions. Aux États-Unis, on est conscient qu'on a des clusters d'accumulation du capital qui se forment, et ce qu'on fait pour les éliminer, c'est que on les élimine par l'innovation, c'est-à-dire qu'on fait grossir la taille de l'économie tout entière, et donc ça réduit respectivement la taille des clusters de capital qui s'étaient accumulés. Mais sauf qu'on sait très bien que ça marche pas très bien, parce que les États-Unis, c'est un pays où il y a énormément d'inégalités, parce que généralement, quand il y a de l'innovation, les riches arrivent à mieux se positionner en termes d'investissement que les pauvres, donc ils sont encore une fois un peu favorisés. Et puis, ça suppose qu'on ait une croissance infinie, ce qui n'est pas possible, d'autant qu'on a passé le pic pétrolier. Et puis en Europe, on a une autre solution, parce qu'on est un peu moins doué en innovation, mais on est quand même très malin, c'est que on fait la guerre. Donc voilà, on tue 10 millions de personnes, ça nous permet de récupérer l'appareil productif et de le faire passer donc en économie de guerre aux mains de l'État, et puis on le réquisitionne et on le rend jamais vraiment, ce qui permet finalement d'appauvrir les riches. Une autre différence de gestion de ce problème de l'accumulation du capital entre les États-Unis et l'Europe, c'est le fait qu'aux États-Unis, on accepte les crises économiques, voire même on les provoque. On peut citer le cas de Paul Volcker dans les années 70, qui a augmenté les taux de la Fed jusqu'à 19%, en sachant très bien que ça allait provoquer une récession, mais que ça allait en même temps assainir l'économie. Ou encore la crise des subprimes en 2008, avec l'État américain qui n'a pas hésité à laisser couler Lehman Brothers, qui avait pris trop de risques, tout simplement. Et pourtant, la crise de 2008, c'est quoi? C'est juste une crise immobilière, et ça a permis finalement de faire baisser les prix de l'immobilier et d'assainir complètement le marché. Alors en Europe, on ne fait pas du tout ça. Si une banque est en difficulté, on la finance. Et si on voit que, par exemple, les investisseurs immobiliers ont fait de très mauvais investissements et qu'ils sont en difficulté parce que les loyers sont trop élevés et que les gens n'arrivent plus à les payer, eh bien, on fait des APL pour que les gens continuent à payer leur loyer et que ça ne perturbe pas ni l'investisseur immobilier, ni surtout sa banque. De ce point de vue-là, la France vit une situation de grave accumulation du capital. On sait très bien que ça n'a pas tardé à péter, parce qu'on a une population qui est aisée, qui est beaucoup trop nombreuse. On pense souvent, quand on évoque ce sujet, aux milliardaires, mais le vrai problème, c'est qu'il y a 1 ou 2 millions de personnes en France qui ont un revenu du capital beaucoup trop important et qui donc coûtent très cher au pays. C'est des gens du commun, c'est des gens qui ont 2-3 fonds de commerce, 3 ou 4 appartements en location, un petit peu des actions, des obligations. Bon, mais en attendant, avec tout ce revenu du capital, il faut leur fournir des biens et des services, il faut leur payer des voyages, il faut leur payer du kiff. Et ça, le pays, c'est pas une question de est-ce qu'ils le méritent ou pas. Le pays ne peut pas le fournir. C'est aussi simple que ça. Le pays ne produit pas assez de richesses pour leur fournir ces richesses-là. Alors, l'une des conséquences, c'est que ça mène à une révolte des travailleurs, et puis ça amène aussi l'État à être obligé de les taxer vraiment fortement, oui, pour qu'ils puissent être solvables. Et le problème, c'est que quand l'État taxe trop fortement, ça fait en plus de l'évasion fiscale, donc on l'a compris, c'est vraiment un gros problème. Malgré tout, je suis obligé de dire que les méfaits de l'accumulation du capital sont atténués en France par les atouts de l'économie française. Premier atout, c'est le luxe et la mode. C'est entre 1,5 et 3% du PIB. Alors il est vrai que quand on vend un sac Chanel qui n'a rien de particulier, 3 000 € à une chinoise, on fait rentrer des devises étrangères. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut se demander si une grosse partie de ce PIB, c'est pas simplement du détournement de l'appareil productif en faveur des plus riches, Concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce qu'une femme a besoin d'avoir 169 paires de chaussures? On peut légitimement se poser la question, et d'ailleurs ça nous amène à une autre question qu'on pourra aborder dans une prochaine vidéo, qui est la féminisation de l'économie. Autre atout de l'économie française, l'hôtellerie et le tourisme. Alors, encore une fois, ça fait rentrer des devises étrangères, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est le modèle social qu'on veut? Est-ce qu'on veut que les jeunes
qui ont bac+5 et qui ont été formés à être ingénieurs s'occupent des room service dans les hôtels de luxe et se voient proposer de se prostituer justement pour des Chinoises en manque. Voilà, hein, je sais de quoi je parle. On peut se poser la question. Autre atout de l'économie française, ben, c'est justement le fait que ces ménages qui ont de l'argent ont un revenu du capital à l'étranger. Le patrimoine moyen des ménages français, il est de 239 900 euros. Donc autant vous dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de fric, y compris par rapport aux autres pays européens, et donc ça nous fait rentrer des devises étrangères. Mais là encore une fois, on est dans un contexte de baisse générale de la valeur des actifs et de rééquilibrage de la propriété des actifs en faveur des pays qui savent faire quelque chose, alors que nous, on sait faire que du blabla. Bon, si on résume, cette accumulation de capital, effectivement, elle peut rapporter un petit peu, mais globalement, elle détourne une grosse partie de l'appareil productif, elle coûte très cher. En plus, elle a un effet exponentiel parce que le capital est réinvesti, parce que le capital donne lieu à des garanties bancaires, et il y a un écrasement de la valeur de la monnaie en faveur des plus riches. Alors, second point à aborder, c'est l'absence de sécurité intérieure et extérieure et la trahison des élites. Donc on vient de dire que dans un écosystème ou dans une économie, tout devait être absolument cyclique et que dès l'instant où il y avait quelque chose qui n'était pas cyclique, on pouvait être certain qu'il allait y avoir une crise tôt ou tard. Mais il y a un autre élément, d'un point de vue mathématique, qui est encore plus important, c'est que pour qu'un écosystème puisse abriter des éléments cycliques, il faut qu'il soit compartimenté par rapport au reste de l'environnement. C'est toujours une compartimentation qui est semi-perméable, hein, on accepte de faire entrer ce qui nous intéresse et on rejette ce qui ne nous intéresse pas, mais c'est le premier élément de la vie. Sans cette compartimentation, il n'y a pas de vie possible, et c'est vrai pour tous les écosystèmes, à toutes les échelles. On va prendre deux exemples. On va parler par exemple de la migration des espèces qui fait énormément de dégâts au niveau écologique en ce moment. C'est quoi? C'est par exemple, prenons deux forêts tropicales, une en Amérique latine et une en Asie. Et puis avec le transport maritime, on peut avoir des espèces végétales ou des espèces d'insectes qui vont se déplacer d'un continent à l'autre. Alors on peut se dire que c'est pas très grave, c'est juste un insecte qui arrive sur une nouvelle forêt tropicale. Mais le problème, c'est qu'il s'avère que peut-être que dans cet environnement-là, il est un super prédateur et il va bousiller plusieurs espèces locales. Ou alors qu'il est porteur de maladies contre lesquelles il n'y a pas d'immunité localement. Bref, c'est une des premières causes de la disparition des espèces. Un autre exemple, prenons tout simplement une cellule. Elle est séparée de son environnement extérieur par une membrane cellulaire. Et à l'intérieur, il y a encore des organites qui sont séparés par des membranes. Et puis l'une des premières attaques entre les micro-organismes, c'est la toxine. La toxine, c'est quoi? C'est une protéine en forme de canal qui va s'intercaler dans les membranes cellulaires et donc faire un trou vis-à-vis de l'environnement extérieur. Donc voilà, pour que cette cellule puisse survivre, il lui faut sa membrane. À tel point que finalement, les chercheurs qui s'intéressent à la théorie de l'évolution, ils ne se demandent pas vraiment comment on peut faire des brins d'ARN ou des protéines par un hasard assez étonnant. Ils se demandent surtout dans quel environnement étroit, semi-perméable, ça puisse avoir lieu pour que ça puisse subsister dans le temps. Parce que si vous faites des brins d'ARN et des protéines dans la mer, bah évidemment, à la première vague, vous avez dispersion de tout ça. Et donc, ça ne peut pas donner naissance à la vie. Alors, la théorie la plus répandue, c'est que ça se passe dans des lacs volcaniques hyper chargés en éléments carbonés, et dans des mousses lipidiques ou dans des mousses argileuses. Mais voilà, en tout cas, il faut des environnements clos, en tout cas semi-perméables, et petits, pour que ça puisse subsister dans le temps. Alors, l'économie française, il s'avère qu'elle est très mal protégée par rapport à l'environnement extérieur. Elle est extrêmement exposée déjà à la mondialisation. Donc on accepte tous les produits qui nous sont vendus, on taxe très peu vis-à-vis de l'extérieur. Carrément avec l'Union Européenne, on taxe pas du tout alors qu'on n'a pas les mêmes salaires. Et donc du coup, ça met les entreprises françaises en concurrence déloyale avec les entreprises étrangères. Ça, évidemment, ça sert les intérêts des riches, mais ça affaiblit énormément l'économie française. On a aussi un État qui ne protège pas les intérêts stratégiques de la France. Donc je parle par exemple de la vente d'industries stratégiques aux États-Unis ou de brevets pour ensuite leur racheter les produits qu'on a inventés, ou encore de l'absence de protection de nos intérêts commerciaux. Par exemple, l'Allemagne,
toujours le même exemple, hein, qui achète ses F-35 aux États-Unis, voilà, normalement, la France aurait dû exercer des représailles violentes contre l'Allemagne pour la forcer à nous acheter au moins la moitié de sa flotte en rafale. Mais, bon voilà, évidemment, ça affaiblit l'économie, mais ça peut carrément être une menace vitale. Je prends l'exemple de cette fameuse guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Donc nous, on prend le point de vue de l'OTAN, on sert de ce point de vue-là les intérêts américains, mais il faut bien savoir que si ça devait déraper en guerre nucléaire, la première cible de la Russie, ce serait probablement la France, parce que la France a l'arme nucléaire, elle a une armée relativement puissante, et elle fait partie de l'Union européenne, donc on est assez proche, et on serait le premier pays à neutraliser. Donc évidemment, voilà, il y a une menace vitale pour le pays, et on a un État qui ne protège pas nos intérêts, et donc qui, entre guillemets, trahit. Alors, en conclusion, on peut dire que tout ça, ça va dégrader le climat des affaires localement, ça mène à des pertes de production, à des pertes d'outils de travail, et aussi à une perte de patrimoine, parce que bon, un État qui va investir en France, une puissance étrangère qui va investir en France, puis récupérer des revenus du capital, ça peut être intéressant, mais le problème c'est quand même que tu perds ton patrimoine. La plupart des pays ont une protection pour ça, la France n'en a pas. Donc on a compris que si on prend tous ces facteurs qui mènent à une baisse des revenus qu'on n'a pas encore fini de lister dans cette vidéo, plus la hausse des taux, l'immobilier est en très mauvaise posture. Mais il y a encore des choses qui vont aggraver la situation. C'est que d'abord, la crise immobilière, elle n'est pas encore de notoriété publique. Mais dès l'instant où ce sera clair que l'immobilier n'est pas un bon placement, évidemment, ça va geler les investissements des particuliers. Et donc ça va encore peser sur la demande. On a aussi un autre facteur, c'est que les entreprises françaises sont très endettées et donc elles sont aussi sensibles à cette hausse des taux qui va mener à une baisse des bénéfices ou voire même carrément à des faillites et du chômage. Enfin, l'acteur le plus fragile vis-à-vis de la hausse des taux, c'est l'État. Or, il se trouve que l'État, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il va réussir à négocier avec la BCE pour continuer à se financer. Parce qu'on ne peut pas arrêter les aides sociales aujourd'hui, ce serait une catastrophe, ça mènerait à une révolution. Donc l'État va réussir à se financer, et comment il va négocier? C'est-à-dire que la Banque centrale, ce qu'elle veut, c'est la réduction de l'émission de crédit en direction de la France. Le seul moyen, c'est de geler les investissements des particuliers et des entreprises pour que l'État soit le seul à bénéficier du flux d'émissions de crédit. Ça veut dire un effondrement de l'investissement dans l'économie réelle et globalement l'entrée dans une économie planifiée, une soviétisation et une économie qui ressemblerait beaucoup à celle de l'URSS en fin de vie, dans laquelle l'État serait le seul client qui serait solvable. Avec la réduction de la productivité, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des tickets de rationnement avec une consommation complètement orientée et globalement une loi quasi martiale, c'est-à-dire des lois très sévères pour que tout ça, ça tienne. Mais enfin, en bout de course, l'État lui-même, après avoir assisté finalement à l'effondrement de l'économie réelle, va se retrouver lui-même en grave difficulté économique. Et donc, il va falloir qu'il taxe pour être solvable. Et qui est-ce qui va réussir à taxer? En sachant qu'on ne peut pas taxer les entreprises qui sont en faillite, ni les automobilistes, on a déjà essayé, les particuliers, ils n'ont plus de thunes. Voilà. Les seuls qui seront encore solvables, ce sera les propriétaires. Et donc on peut s'attendre, à mon avis, à une très forte hausse de la taxe foncière. Alors, une crise immobilière, ça a un effet déflationniste, qui n'est pas du tout compensé par l'inflation actuelle, puisqu'on l'a déjà dit, l'inflation, elle aggrave le problème de la solvabilité des ménages, qui lui-même aggrave le problème de la crise immobilière. L'inflation et la déflation sont sectorielles, et il se trouve que dans le cas présent, les deux secteurs ne sont pas du tout les mêmes. Les causes de l'inflation, c'est quoi? C'est 40 ans de planche à billets, l'augmentation des prix de l'énergie, et notamment le passage du pic pétrolier qui va s'aggraver avec le temps, des tensions géopolitiques qui font qu'on est en fin de mondialisation qui avait un effet déflationniste, et la grande démission. Maintenant, les causes de la déflation, c'est l'inversion simplement de la balance du crédit. C'est-à-dire qu'il y a moins de nouveaux crédits émis par des investissements immobiliers que de crédits qui sont à rembourser sur les 20 prochaines années par les gens qui ont déjà fait un crédit immobilier. C'est-à-dire que les banques, en gros, détruisent de l'argent. Et les conséquences maintenant de cette déflation immobilière,
c'est que on retire de la monnaie du secteur, de tout ce secteur d'activité-là, ça met en difficulté les entreprises du secteur de l'immobilier et de la construction, ça met en difficulté des particuliers et des investisseurs immobiliers, et globalement, ça mène à une baisse des revenus, une baisse de la consommation, et donc à une aggravation de la crise immobilière. Alors un autre point à aborder, c'est l'inversion de la chaîne de production de valeur. C'est un problème qui est doctrinal auprès des économistes français, qui est lié à la surexposition à la mondialisation, à la désindustrialisation et à une balance commerciale déficitaire, voilà, de manière catastrophique. Alors, pendant des années, on nous a expliqué que l'industrie c'était un truc de gueux, c'était un truc sale, et qu'une balance commerciale négative c'était pas grave, parce que finalement, plus on importait, plus on enrichissait nos partenaires commerciaux en Inde, et puis après les Indiens allaient nous acheter des produits. D'ailleurs, sans qu'on ait quoi que ce soit à leur vendre, puisqu'on produisait plus rien. Mais nous, ce qu'on comprend, on était rentré dans une autre ère, voilà, de l'économie, c'était la société de service. Le moteur de l'économie, c'était devenu la consommation. Et évidemment, là, on comprend qu'il y a un non-sens. Alors, vous allez me dire, aux États-Unis, le moteur de l'économie, c'est bien la consommation. Mais c'est pas tout à fait exact. D'abord, les États-Unis, ça reste un pays industriel. Et surtout, le moteur de l'économie américaine, c'est l'armée américaine, qui, en semant la terreur dans le monde entier, finalement maintient un dollar artificiellement haut, qui permet effectivement aux Américains de consommer plus qu'ils ne produisent. Bon, en France, ça reste un non-sens. Il ne faut pas confondre la consommation et le besoin. La consommation, c'est l'objectif de l'économie. Le besoin, c'est effectivement ce qui lui donne son origine. Mais il ne faut pas augmenter le besoin. On a pu, par exemple, voir des économistes qui nous disaient que faire des lois contraignantes, euh, par exemple, on prend un exemple tout bête, le permis de conduire qui devient très compliqué, c'était pas très grave parce que ça permettait de faire du travail chez les moniteurs d'auto-école. Bah d'accord, mais c'est au détriment quand même du porte-monnaie de la population française. Donc c'est une augmentation du besoin, c'est un gaspillage, c'est une catastrophe. D'ailleurs, l'une des explications qui font que l'économie a bien tenu au Covid, à la crise du Covid, c'est que certes il y a eu une forte baisse de la consommation, mais en même temps il y a eu une forte baisse du besoin. Alors faisons un parallèle avec un écosystème pour mieux comprendre cette aberration de moteur de l'économie qui serait la consommation. On va prendre une prairie dans laquelle il y a des végétaux qui poussent, il y a des sauterelles et il y a des oiseaux. Dire que le moteur de l'économie ce serait la consommation, ça correspondrait à dire dans cet écosystème que le fait que les oiseaux bouffent des sauterelles, c'est ça qui va stimuler la prairie. Alors c'est vrai que quand les oiseaux bouffent des sauterelles, et ben du coup les végétaux ont plus tendance à se développer, et donc du coup ça stimule la production de sauterelles puisque les sauterelles, les nouvelles sauterelles ont plus à manger. Mais en réalité, le moteur de cette prairie, de cet écosystème, c'est la photosynthèse. L'énergie, c'est pas le pétrole, c'est pas le nucléaire, c'est le soleil. Et donc du coup, la consommation de sauterelles, c'est un des éléments de la chaîne de production, mais qui arrive en dernier. Donc si on veut modéliser tout ça, il faut s'imaginer notre économie avec des unités de consommation qui sont en même temps les travailleurs, donc, et qui vont travailler avec des outils agricoles et industriels à produire des biens, et puis secondairement également produire des services qu'ils vont consommer. Donc dire que le moteur de l'économie c'était la consommation, ça nous a permis déjà de remplacer une partie de l'outil industriel et agricole par des unités de consommation, ce qui est un non-sens. Et le deuxième élément, c'est qu'on a augmenté considérablement le poids des services, ce qui coûte évidemment du travail et de l'énergie de production. Un autre élément à aborder, c'est la révolte des travailleurs, le conflit générationnel et le déséquilibre entre le nombre d'actifs et le nombre de passifs. Alors j'en avais déjà parlé dans la vidéo qui s'appelait La chute de l'empire des boomers. On peut résumer ça en disant que les jeunes ne veulent plus travailler autant qu'avant et dans les mêmes conditions, parce que pendant des années, ils n'ont pas été payés à la mesure de leur travail et qu'ils ont été largement méprisés. On leur a demandé de faire des études, puis on leur a expliqué qu'ils ne servaient absolument à rien, et on leur a laissé ni parole ni pouvoir. Bon, ça mène à une baisse de la productivité qui mène à de l'inflation. Alors là, on n'est pas dans une boucle inflationniste, inflation salaire, c'est plus inflation temps libre. Et ça n'est jamais arrivé a priori dans l'histoire de l'économie, c'est pour ça que ça ne peut pas être lu d'une manière scolaire. En temps normal, il suffit de faire augmenter le taux de chômage pour remettre les gens au boulot.
Sauf que aujourd'hui, étant donné que les gens veulent acheter du temps libre, bah, le chômage, à la limite, ça les arrange pas trop mal. Et un autre élément, c'est que de toute façon, il y a une telle tension sur le marché du travail et il y a un tel manque d'actifs par rapport au nombre de retraités qu'on a besoin des travailleurs, donc le chômage ne peut pas augmenter, à moins d'avoir recours à une immigration de masse qui ne passe plus, et de toute façon, on manquerait peut-être même carrément de candidats. Donc la Banque centrale ne peut pas faire augmenter le chômage pour remettre les gens au boulot, ça provoque de l'inflation, une baisse de la productivité, et en plus de ça, en resserrant sa politique monétaire, la Banque centrale fait baisser la valeur des actifs des vieux et des riches. Et donc ça a tendance à favoriser les travailleurs qui du coup vont se retrouver avec des actifs moins chers. Un autre élément, c'est que ça mène à des conflits sociaux assez violents et qui paralysent à chaque fois le pays. Parce que du coup, les salariés se retrouvent vraiment en position de force dès qu'ils arrêtent de travailler. Et donc, du coup, bah, voilà, ça peut mener à une baisse de la productivité par paralysie régulière du pays. Un autre élément, c'est la complexification de l'économie qui est une conséquence de la société de services. C'est-à-dire qu'à force de vouloir créer des emplois en créant des nouveaux besoins, on a rajouté des lois, on a rajouté des normes, on a créé des fonctions dans les entreprises qui n'existaient pas, on a rajouté des intermédiaires, on a mis des procédures internes, et on se retrouve avec une économie qui est très compliquée. Et donc, à chaque fois qu'il y a un élément, un maillon de la chaîne de cette économie qui se grippe, ça bloque toute la chaîne de production de valeur. Ce sera encore plus vrai s'il y a une crise économique, puisqu'on risque d'avoir beaucoup d'éléments qui sont défaillants, et donc un système très complexe qui ne fonctionne plus. Un exemple qu'on peut donner récent, c'est par exemple ce taux d'usure, justement, qui a bloqué l'émission de crédit pendant plusieurs mois, parce que finalement c'est une petite loi qui protège le consommateur qui n'est pas mauvaise en soi, mais on se retrouve avec des banques qui voulaient prêter, des acquéreurs qui voulaient souscrire des emprunts, des vendeurs qui voulaient vendre, mais le deal ne se fait pas à cause du taux d'usure. Alors, tout ça, évidemment, ça mène à une baisse de la productivité. Et la deuxième conséquence, c'est que ça va mener à une hausse de la corruption et de la criminalité. Parce que quand un système est trop compliqué et qu'il suffit d'un peu de corruption pour débloquer le truc, parce que voilà, pour demander finalement à un fonctionnaire ou à un travailleur de ne pas respecter la règle, évidemment, ça va être tentant d'avoir recours à la corruption. Et ça mène encore à une dégradation du climat des affaires et à une baisse de la productivité. Une autre conséquence de la complexification, c'est de rendre l'économie moins souple et moins adaptable. Ce qui est un gros problème quand on aborde une crise et qu'on sait qu'on va devoir adapter justement notre économie à cette crise. Et puis, l'innovation devient beaucoup plus compliquée, la création d'entreprises devient très compliquée, parce que on n'a jamais le droit, on ne sait pas si on a le droit, d'ailleurs parfois, des fois on a le droit, on ne le sait pas, on part du principe que c'est déjà un échec, parce que c'est trop compliqué. Donc là, on a cité pas mal d'éléments structurels qui font que de toute façon, en France, il allait y avoir une crise économique. Alors maintenant, il y a plusieurs éléments qui se rajoutent. D'abord, une récession mondiale, la hausse des taux et la monnaie. J'en ai pas beaucoup parlé, parce que de toute façon, récession mondiale ou pas, il allait y avoir une crise économique en France. Évidemment, s'il y a une récession mondiale, ça aggrave la situation. En ce qui concerne la hausse des taux, c'est plus de la politique. Mais il ne faut pas croire que dès l'instant où il va y avoir une récession en France, la Banque centrale va assouplir sa position. Parce que la Banque centrale, elle est au service de l'Union européenne, et en Union européenne, il y a des pays, notamment l'Allemagne, qui ont intérêt à augmenter les taux. D'autant plus qu'on est un petit peu obligé de suivre ce que fait la Fed, qui, elle, risque d'augmenter ses taux encore pendant longtemps, parce qu'elle a réussi, en augmentant ses taux avant les autres banques centrales, à se positionner comme protectrice de sa monnaie, donc à faire du dollar une valeur refuge. Ce qui était complètement faux. Il y avait énormément de dollars en circulation, mais c'est ce qu'elle a réussi à faire passer comme message. Et donc, du coup, elle va continuer à augmenter les taux, puisque ça fait augmenter le dollar. En ce qui concerne la baisse de l'euro, évidemment, si l'euro continue de chuter, ça va faire augmenter l'inflation de tous les produits importés, et étant donné que la balance commerciale de la France est déficitaire, ça fait très mal à la France. Mais ça ne veut pas dire que l'euro va pas continuer de chuter. Ceci dit, je me positionne pas trop là-dessus parce que j'avais pas anticipé une si forte hausse du dollar.
Abordons maintenant la crise en Ukraine, la crise énergétique et les pénuries. Alors, c'est lié à un contexte de tension géopolitique entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest qui est a priori pas censé s'arrêter prochainement. Et donc, pour ce qui est des pénuries, ça mène à des grippements dans la machine de production. On peut citer l'exemple des puces électroniques qui manquaient à l'industrie automobile cet été. Maintenant, en ce qui concerne la crise énergétique, ça me semble encore plus grave. Parce qu'il faut considérer que chaque Français a l'équivalent de 600 esclaves énergétiques qui travaillent pour lui, c'est-à-dire de l'énergie qui va alimenter les machines qui s'occupent de notre consommation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poids du travailleur dans la production, elle est négligeable face au poids de l'énergie. Donc si on a une hausse du prix de l'énergie, ça fait de l'inflation, c'est pas top. Maintenant, si on a des pénuries d'énergie, c'est dramatique parce que, admettons qu'on ait 20% d'énergie en moins, ben, ça veut dire qu'on a 20% de production en moins. Alors, si on essaie de faire un parallèle à ce qui se passe en biologie dans un écosystème, quand on a une pénurie d'énergie, eh ben, reprenons l'exemple d'une forêt tropicale. Le moteur, l'énergie finalement qui alimente cette forêt, c'est la lumière du soleil, donc qui va provoquer la photosynthèse et donc qui va alimenter toute cette vie luxuriante. Eh bien, on va considérer que rien ne change au niveau climatique en termes de température et en termes hygrométriques. Par contre, vous avez, admettons, 50% d'énergie en moins, c'est-à-dire que vous avez 50% de luminosité en moins dans cet écosystème. Alors, ben, ce qui va se passer, c'est que tout de suite, l'écosystème va être considérablement ralenti. Il y a beaucoup moins de matière organique qui est produite et donc évidemment, ça impacte toute la chaîne alimentaire. Donc voilà, on a beaucoup moins de biomasse produite. Ça, c'est la première chose. À long terme, on sait aussi que les arbres qui étaient si gourmands en énergie, ils vont être remplacés par d'autres moins gourmands en énergie. Donc ça demande à long terme, donc ça veut dire une réduction de l'activité et ça demande une réadaptation complètement de l'appareil productif. Mais à court terme, ça crée un autre effet, c'est un effet de choc. C'est-à-dire que dans le sous-bois de cette forêt tropicale, il y avait des plantes qui étaient déjà adaptées à vivre avec très peu de luminosité, mais qui arrivaient à faire de la photosynthèse et qui donc étaient à l'origine de toute une vie biologique et de toute une chaîne alimentaire. Et bien, si vous réduisez la luminosité de moitié, ce qui va se passer, c'est que ces plantes, bien qu'adaptées déjà au manque de lumière, et bien, elles vont crever parce qu'elles ont toujours 40 mètres de végétation au-dessus d'elles. Alors, ça veut dire que, en gros, ça veut dire que ce choc énergétique, dans une économie développée, eh ben, il provoquerait la faillite d'entreprises qui pourtant seraient capables de survivre si elles avaient le temps de s'adapter, de se positionner autrement et voilà, d'adapter leur appareil productif. Bon, ce que je viens la catastrophe finalement qui s'annonce avec cette crise énergétique, elle est à modérer par deux choses. D'abord, on a l'énergie nucléaire, donc effectivement, qui nous donnera un avantage compétitif dès qu'elle sera remise en route. Et puis, il y a une forte capacité d'adaptation des économies. Pour ça, je vous invite à regarder ce qui s'est passé à Cuba lors du blocus pétrolier que les États-Unis leur a fait subir. On aurait pu s'attendre à ce que l'économie de Cuba s'effondre complètement, mais non, ils ont réussi à s'adapter. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont complètement augmenté l'offre de transport en commun. Ils ont réduit la taille des villes pour que les déplacements soient beaucoup moins importants. Et puis, ils se sont retrouvés sans la possibilité de labourer les champs mécaniquement, ni sans d'ailleurs engrais, ni pesticides, qui demandent beaucoup d'énergie donc pour être produits. Et donc, ils sont passés à l'agriculture biologique, en gros, qui est beaucoup moins gourmande en énergie. Ça veut dire qu'ils ont envoyé énormément de travailleurs à la campagne pour faire tourner cette agriculture, mais qui est finalement très performante, et ça a relativement bien marché. Donc ça veut dire qu'en France, on aurait probablement les mêmes phénomènes, et avec Tout ça, ça risque d'accentuer l'exode urbain qui avait déjà commencé et qui était l'une des raisons de la crise immobilière, parce que ça mène à un besoin de main-d'œuvre beaucoup plus important à la campagne. Et surtout, en fait, ça risque le fait qu'il n'y ait pas d'énergie, moins d'énergie, on peut se dire que ça impacte moins les citadins puisqu'ils ont moins besoin de déplacement. Sauf qu'une ville qui n'est plus correctement approvisionnée en énergie, en nourriture, en produits, ça devient un endroit où il n'y a plus aucune opportunité et presque dangereux. Et puis en deux mots sur le changement climatique qui pour moi a quand même un impact sur l'économie. Alors on y accorde l'importance qu'on veut, mais malgré tout on est bien obligé d'admettre qu'il y a beaucoup plus d'événements climatiques catastrophiques.
et que ça a un coût, et qu'il y a aussi un problème pour l'agriculture, que ce soit en gel tardif ou en grande sécheresse, qui était un petit peu moins fréquente avant. Alors pour synthétiser tout ça, j'aimerais représenter la France d'abord avec les charges qu'elle a à assumer. Il y en a trois principales. La première charge, c'est le besoin de sa population en produits et en services. La deuxième charge, c'est le besoin du financement du fonctionnement de l'État. Et la troisième charge, c'est le paiement de la dette colossale des particuliers, des entreprises et de l'État. Alors, en face de ça, on a une production qui est jusque-là assumée, donc ces trois charges. Puis, pour toutes les raisons qu'on a précitées, on a une baisse de la production et également une baisse de la consommation. Alors, on le sait, hein, l'un et l'autre forment une boucle, c'est-à-dire que moins il y a de consommation, moins il y a de production, etc. Et ça, à la limite, c'est un petit peu la définition classique d'une crise. Si on n'en était que là, ce ne serait pas dramatique. Mais ça va avoir des conséquences sur les charges qu'on a à assumer. Alors, dans un premier temps, le besoin ne devrait pas être modifié. Par contre, ce qui va augmenter, c'est le déficit commercial. En ce qui concerne le financement de l'État, on l'a dit, il devrait encore être capable de se financer à crédit. Par contre, la charge de la dette des particuliers et des entreprises risque d'augmenter puisque leur revenu va diminuer. Par ailleurs, les particuliers et les entreprises vont avoir du mal à émettre de nouvelles dettes parce qu'on ne peut pas s'endetter quand on a des revenus qui baissent, hein, tout simplement. Les banques n'acceptent pas d'accorder des crédits à quelqu'un qui n'aura pas de revenus à l'avenir. Et donc, ça fait une inversion de la balance du crédit et donc un début de déflation qui aggrave les problèmes liés à la réduction de la consommation. Alors, toujours dans un premier temps, l'État devrait être tenté d'augmenter sa dette pour essayer de compenser le déficit de consommation et le déficit finalement de la balance commerciale. Le problème, c'est que arrive un second temps où, là, cette fois-ci, vraiment, le déficit commercial est trop important et donc on est obligé de réduire le besoin parce qu'on commence à manquer de partenaires commerciaux qui acceptent de nous vendre des produits. Et donc, là, c'est une vraie réduction, non pas de la consommation, mais vraiment du besoin, hein, c'est-à-dire réduction de l'espérance de vie, plus rien de superflu, plus de vacances, plus de tourisme intérieur, etc. Dégradation du parc automobile parce qu'on ne peut plus acheter des véhicules neufs à crédit, voilà. Et donc, chute globalement de toute l'économie réelle. Par contre, l'État réussit encore à financer tout un tas de choses qu'il a envie de financer donc par la dette. Et donc, ce qui fait que la seule chose qui fonctionne encore, c'est ce qui est financé par l'État, comme par exemple la rénovation énergétique. Et puis arrive enfin un second temps où les recettes de l'État ont trop diminué parce que l'économie réelle est vraiment trop affaiblie. Et par contre, sa dette a augmenté, donc ce qui fait que la charge de la dette est vraiment beaucoup trop importante. Et on tombe dans la faillite de l'État. Ce qui veut dire une réduction très importante des aides sociales et une désorganisation totale de l'État. Et là, on tombe vraiment dans l'effondrement. Alors, à quoi ça ressemble un effondrement? Concrètement, c'est qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. T'envoies un courrier, il arrive une fois sur deux, il y a des pénuries partout, on coupe l'eau dans ton quartier pendant 6 jours, tu sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, il y a des vols de partout, la police est complètement débordée. Voilà, il y a un youtubeur qui fait des formations en survie et qui est un ancien militaire et qui a évoqué les phases d'un effondrement économique vu par l'armée. Évidemment, il y a différents niveaux d'effondrement économique, on n'est pas forcément arrivé, on n'arrive pas forcément à une catastrophe générale. Mais le gros problème finalement auquel on fait face, c'est une charge de la dette qui est beaucoup trop importante et une baisse de la production. Et alors comment on sort de ça du point de vue économique? Il n'y a pas vraiment de sortie mathématiquement favorable. On peut avoir des aides du FMI, mais là c'est une catastrophe parce qu'on se retrouve avec plein de contraintes qui font qu'on part sur 30 ans d'enchaînement, hein, concrètement. On peut avoir une
une baisse tellement forte de la valeur des actifs que on est réapprovisionné en investissement étranger. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on rentre aussi dans une récession mondiale et que donc, y compris les autres pays, sont en difficulté. Et par ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on ait envie de vendre le château de Versailles pour 30 millions d'euros à un Qatari avec une tape sur l'épaule. Voilà. C'est pas forcément avantageux pour nous. D'ailleurs, on ferait bien de protéger notre patrimoine si on tombe dans cette situation-là. Donc le plus probable, c'est qu'il y ait une issue politique avec soit une révolution, soit une dictature qui viennent réorganiser la production et réorganiser la consommation, et surtout qui écrase une partie de la charge de la dette et qui retape un peu du poing sur la table pour que voilà, la France s'impose un peu plus vis-à-vis des partenaires étrangers par la menace, hein, clairement.